Bonjour à tous. Donc je suis Ilyes Soleymine. Je suis bien maître de conférence à cette université Champollion, rattaché à son école d'ingénieur ISIS, qui est spécialisée en santé connectée. Et je suis également chercheur affilié au Centre Génie Industriel de l'école de mines d'Albi. J'ai préparé un support pour essayer de vous présenter notre compréhension de la, de la coordination en santé sur la base de nos expériences à travers certains projets de recherche. Mais avant de présenter, dérouler mon plan, je voudrais d'abord remercier Madame Lenir, Monsieur Duponchon et Madame Koch, qui m'ont permis de partager et d'échanger avec vous sur nos connaissances autour de ce concept qui est très important, comme on vient de l'entendre, dans le secteur de la santé. Alors, juste pour point d'organisation, j'aimerais bien passer mes slides moi-même pour... Bon, c'est le conférencier qui parle. Merci. Donc, ma présentation se déroulera en 4 temps. Dans un premier temps, j'exposerai notre compréhension du concept de la coordination dans les organisations au sens large et indépendamment du secteur d'activité. Dans un deuxième temps, je ferai un focus sur la coordination en santé en s'appuyant sur les fondements théoriques que j'aurai présentés dans la première partie. Et dans la troisième partie, j'évoquerai les principaux verrous scientifiques associés à la mise en œuvre d'une coordination efficace dans ce secteur de la santé et que nous essayons généralement de résoudre par des projets de recherche et développement et que j'ai choisi quelques-uns pour vous montrer un petit peu les résultats obtenus à travers de nos projets de recherche. Et finalement, je conclurai comme il se doit en donnant quelques rappels de ces points à aborder dans cet exposé. Alors, qu'est-ce que c'est la coordination? Donc, la coordination, le terme est d'abord issu du latin et désigne la mise en ordre collectif. Si on regarde dans les dictionnaires contemporains, le terme est défini comme une action d'harmonisation d'activité ou, comme le précise le petit Robert, comme un agencement de parties d'un ensemble. Dans la théorie des organisations, ce terme renvoie au principe de l'organisation du travailler ensemble. Il est considéré par les théoriciens et par des organisations et par les managers comme l'essence du management. Et ceci parce qu'elle est requise dans toutes les fonctions du pilotage de l'organisation et à tous les niveaux de décision. Pardonnez-moi. Désolé, je suis plus habitué de mon ordinateur. Donc l'importance accordée à ce concept ont fait une préoccupation majeure pour les organisations. Et ceci explique l'abondance des travaux de recherche qu'on peut retrouver dans un état de l'art et qui sont penchés sur la question de la coordination. Une recherche bibliographique nous amène à une période d'1 siècle. Les prémices reviennent aux travaux des premiers théoriciens de l'organisation, notamment Fayol, pour qui la coordination est une mise en relation harmonieuse des actes et des efforts. Puis, chronologiquement, durant les années 60, elle est perçue comme un processus, c'est-à-dire un ensemble d'activités dédiées à faciliter les activités interreliées. Dans les années 70, avec le développement de la culture systémique, la coordination ici est vue comme l'intégration des activités séparées. C'est fin des années 80, avec
l'émergence de la culture du travail collaboratif, on va avoir un nouveau élan et une nouvelle perception de la coordination qui est considérée comme une gestion de dépendance des activités. Et dans les années 80, on a vu apparaître des nouvelles formes d'organisation comme l'entreprise étendue, l'entreprise fractale. Et dans ce cadre, la coordination s'ancre dans le concept des organisations œuvrant en réseau et capable de chercher des fonctionnements toutefois adaptés et agiles et optimaux par rapport aux objectifs visés. Alors cette recherche bibliographique que nous avons menée nous a permis également d'identifier les composants essentiels qui structurent la coordination. Et je cite notamment les objectifs visés par la coordination, les activités et les acteurs à coordonner, l'espace géographique et temporel dans lequel la coordination doit avoir lieu, et surtout les connaissances nécessaires pour orienter la coordination. Et les connaissances, quand on parle des connaissances, c'est toutes ces formes. On intègre l'information comme on intègre les compétences. Donc la majorité de ces compétences, de ces composants, généralement, on arrive à les spécifier sous forme d'un plan d'activité, qui répertorie toutes les activités à réaliser dans un horizon temporel, ainsi que par un plan de ressources. Ici, on voit ce que j'appelle, désolé, ici c'est le plan d'activité qui répertorie toutes les activités à accomplir avec toutes les dépendances associées, notamment de précédence ou de synchronisation, et un plan de ressources qui nous permet d'identifier les qualifications ou les acteurs nécessaires avec leur disponibilité. Et dans ce cas de figure, nous pouvons considérer la coordination comme étant un processus, comme étant un processus d'agencement entre les activités et les acteurs qui visent en quelque sorte à trouver le bon acteur pour réaliser la bonne activité au bon moment, au bon endroit, et ceci en faisant appel à quelques mécanismes de coordination qui sont le partage et l'échange de connaissances et la délibération. Ceci nous amène à proposer cette définition dans laquelle nous considérons la coordination en tant qu'un processus décisionnel d'agencement des activités et des acteurs pour répondre à un objectif donné. Alors cette perception, il convient de préciser qu'elle reste cohérente, notre perception de la coordination, elle reste cohérente avec la théorie de coordination qui a été proposée par les chercheurs MIT, notamment Malone, dans laquelle ils partent d'un constat assez simple, qui est il n'y a pas d'interdépendance entre les activités, il n'y a pas besoin de coordination. Et face à ce constat, ils définissent la coordination comme étant la gestion des dépendances entre les activités. Ils définissent ensuite 5 catégories de dépendances, celles qui sont liées au partage de ressources, celles qui ne sont pas reliées aux affectations des tâches, celles qui expriment une relation de dépendance entre producteurs et consommateurs. Une activité, les résultats d'une activité sont nécessaires pour déclencher l'activité suivante, ou bien des dépendances qui expriment des contraintes de simultanéité. Par exemple, je prends le cas de la prise en charge à domicile. Dans certaines interventions, nous avons besoin d'avoir 2 intervenants en même temps pour effectuer un soin donné. Et la 5e catégorie des dépendances porte sur la division du travail, notamment
tâches sous tâches, ou bien même des objectifs en sous-objectifs. Donc, ici, si on revient, nous, à cette vision de partage, d'échange de connaissances et de délibération, eh ben, on pourrait voir qu'on peut les retrouver, par exemple, le partage dans ces catégories de partage de ressources ou bien de décomposition de tâches en sous-tâches. Le besoin d'échange, on va le retrouver dans les relations de dépendance issues de producteurs-consommateurs ou de contraintes de simultanéité, mais on trouve également le besoin de délibérer pour la coordination dans l'affectation des tâches. Alors, bien évidemment, dans cette théorie, ils disent que on pourrait recourir à des mécanismes de coordination pour résoudre ces dépendances. Pour vous parler rapidement de ce qu'on entend de mécanismes de coordination, eh bien, les théoriciens des organisations s'entendent à définir qu'il y a 3 mécanismes de base. Ces mécanismes de base, on retrouve l'ajustement mutuel qui correspond à un ensemble d'interactions entre les acteurs d'une manière formelle ou informelle. Nous retrouvons également la supervision directe qui fait intervenir un acteur dont le rôle est de prendre en charge la coordination entre les opérateurs. Et la standardisation, c'est le 3e mécanisme qui consiste à formaliser que ce soit les règles de fonctionnement, que ce soit les résultats auxquels il faut parvenir, voire même les compétences attendues pour chaque acteur. Alors, bien évidemment, selon la complexité et l'incertitude de la situation, nous pourrons passer de l'ajustement mutuel à la supervision, puis à la standardisation pour revenir au point de départ, qui est l'ajustement mutuel. C'est-à-dire l'ajustement mutuel, on va le retrouver naturellement dans des situations assez simples de coordination, comme on va le retrouver dans des situations très complexes. Au regard de notre définition, l'ajustement mutuel est vu comme une forme de coordination où on parie sur le partage et l'échange. Quant à la supervision directe, là, on impose plus ou moins un résultat de délibération. Et la standardisation, dans ce cas, on accepte des règles qui rendent les 3 activités, à savoir le partage, l'échange et la délibération, assez systémiques, mais qui va rigidifier l'organisation. On a besoin des 3, se parler, accepter de prendre des décisions en commun et réviser les règles au fil de la maturité du collectif. Ici, je vous ai présenté un petit peu notre compréhension générale de la coordination, où j'ai essayé de poser les composants structurants de cette coordination, qui sont l'activité, l'acteur, comme vous venez de voir. Alors maintenant, qu'est-ce que c'est la coordination en santé? Alors, ce qu'on peut remarquer, c'est d'abord, comme on vient de l'entendre, elle est identifiée comme un levier essentiel et majeur pour non seulement pour l'évolution du système de santé et l'amélioration de son fonctionnement, mais également pour l'évolution des pratiques professionnelles. On a vu aussi et on a entendu qu'il y a plusieurs mesures incitatives pour favoriser sa mise en place. Ces mesures sont, vous les maîtrisez mieux que moi, sous forme de réformes, comme par exemple la loi HPST, ou bien par la proposition des dispositifs de coordination, comme le CLIC ou MEA, pour citer qu'eux, ou bien des outils qui vont numériques et qui vont supporter la coordination, comme le DMP ou la messagerie sécurisée. On retrouve aussi des nouvelles organisations du premier recours avec les maisons de santé pluriprofessionnelles ou bien l'évolution des réseaux de santé comme elle vient de le signaler Madame Le Nir. En termes
de recherche, eh bien, également, on retrouve une littérature abondante. Une littérature abondante au niveau national et également au niveau international, qui émane non seulement de chercheurs, mais également de professionnels de santé et même des institutions qui œuvrent dans le secteur de santé, que ce soit sanitaire ou social. Alors, cette littérature généralement propose des préconisations pour améliorer la coordination en proposant des nouvelles formes d'organisation. Ici, je vous ai proposé quelques définitions particulières en santé que vous pouvez trouver dans la littérature, une internationale, 3 nationales, dont une qui est transcrite dans la loi, d'accord, et qui considère que la coordination comme une organisation complémentaire et de continuité de prise en charge et d'accompagnement. Nous avons souligné ici les concepts fondateurs de la coordination comme nous l'avons perçu dans notre compréhension de la coordination au sens large, ou bien des synonymes. On retrouve la notion délibérée, d'activité, de ressources, d'espace temporel et géographique, et des actions conjointes que nous stipulons comme étant des activités. Alors, ce qui est un peu marquant dans la littérature associée à ce secteur, qui s'est penchée sur la coordination en santé, c'est qu'on trouve des notions connexes à la coordination en santé. Alors, c'est intéressant, mais par contre, ça porte de la confusion à la compréhension de la coordination. Alors, par exemple, l'exercice pluriprofessionnel ou l'interdisciplinarité, voire la coopération, qui sont généralement des notions qui décrivent ou qui qualifient les modes d'organisation. On retrouve aussi la notion de continuité de soins, d'intégration de soins, qui renvoie vers des principes de fonctionnement. Et vers même, on retrouve la notion de case management ou gestion de cas, qui plutôt exprime une exigence d'empathie. Et là, ce ne sont pas ici des synonymes, bien que dans certains, ils confondent coopération et coordination. Là, ce que je voudrais souligner, ce sont des concepts connexes dans la coordination et au cœur de leur exécution. Donc, quand on parle de continuité de soins, bien évidemment, on a besoin de coordonner. Quand on parle d'intégration de soins, il y a une forme de coordination. Quand on parle de coopération, bien évidemment, il faudrait faire appel à quelques mécanismes de coopération. L'autre chose à souligner dans notre compréhension de la coordination en santé, et qu'on la retrouve dans notre compréhension générale, c'est que cette coordination s'opère sur plusieurs niveaux. Alors les niveaux se distinguent par une perception différente de la notion d'acteur et de facteur temps. Donc par exemple, pour le niveau institutionnel, on est sur un niveau très agrégé, qui évoque des pools de ressources ou d'acteurs, globalement sur des larges échelles territoriales, au niveau d'une région, de la nation. Le niveau tactique, qu'on appelle coordination tactique, est celui de l'organisation communautaire, locale, pour une organisation donnée. C'est là où on décide de mobiliser certains moyens et de voir par rapport à notre besoin combien il faudrait mobiliser d'acteurs et combien il faudrait notamment quelles sont les compétences nécessaires pour répondre à la mission de cette structure. Le niveau opérationnel, c'est le niveau du patient qui porte bien son nom et c'est le service effectivement rendu. Alors, les mailles, ce qu'il faut aussi préciser, c'est les mailles sont très grandes.
au niveau stratégique pour être découpé ensuite à des maillons de temps plus fins pour retrouver la réalité opérationnelle de la coordination. Il faut que, bien évidemment, que ces niveaux soient alignés et que la cohérence de la coordination soit une réalité, quel que soit le chemin qu'on entreprend, que ce soit par le terrain vers le niveau institutionnel ou l'inverse, vers le niveau institutionnel, ce qu'on appelle généralement du top-down. Ces trois niveaux de coordination, coordination opérationnelle, coordination tactique, coordination stratégique, est inscrite dans récemment, on peut retrouver l'arrêté qui vient d'être publié, qui reprend un petit peu ces niveaux de coordination. On parle pareil de niveau patientel, du niveau territoire, et voire même de la coordination qui est le niveau institutionnel. Avant de vous présenter un petit peu les verrous associés un petit peu à la mise en place de la coordination, vous savez qu'il y a eu plein de dispositifs, plein de préconisations, plein d'outils qui ont été proposés pour améliorer la coordination. Si je reviens un petit peu à mes deux niveaux, opérationnel et tactique, c'est ces outils ou ces dispositifs doivent être adaptés à la situation de la prise en charge. Cette situation varie en fonction de la complexité de la prise en charge et l'incertitude de la prise en charge. Et donc on peut les classer selon une échelle où on part dans la littérature, on peut retrouver quatre catégories de ces situations que vous connaissez peut-être et que vous les maîtrisez. On part d'une situation simple qui est ignorante à toute prise en charge, la situation extrême qui exprime une situation unique, en passant par des situations compliquées, qui fait appel à l'interdisciplinarité et à l'expertise d'une compétence supportive d'une façon ponctuelle, ou bien la situation complexe qui fait appel à la multiplicité des problèmes, que ce soit de la prise en charge, que ce soit du profil issu du patient, ou bien de l'équipe pluridisciplinaire, et qui nécessite une mobilisation de compétences à longue durée. Et là, par rapport à ces situations, eh ben, les outils doivent être adaptés. On va commencer par des outils de communication, de planning pour les situations simples, pour aller vers des réunions pluridisciplinaires, voire même de la télexpertise ou DMP pour les situations compliquées, pour arriver au gestionnaire de cas pour les situations, les extrêmes très complexes. Alors, comme je vous ai dit, eh ben, pardonnez-moi, si je reprends maintenant notre perception de la coordination et je la décline au niveau de le secteur de la santé, eh ben, bien évidemment, vu la spécificité du secteur, on va être confronté à plusieurs verrous qu'on qualifie, nous, des verrous scientifiques. Ces spécificités sont dues éventuellement au caractère intrinsèque du système de santé, et notamment, si je prends le cas des réseaux de santé, où les acteurs, généralement, qui sont amenés à intervenir dans la prise en charge ou dans cette coordination, sont issus d'organisations différentes. Ces acteurs, généralement, ne disposent pas des mêmes outils. Ils ont un système d'information varié d'une organisation à une autre. Les activités, par nature, elle est unique à la personne. Hein, chaque bénéficiaire est un cas unique. Et en plus, ça évolue dans le temps, donc il y a une grande dynamicité. Quand on est dans
la notion de réseau de soins, eh ben, implicitement, les acteurs sont distribués dans le temps et dans l'espace. Donc, cette mobilité va accroître, va complexifier davantage la mise en place de la coordination. Et bien évidemment, on est dans un secteur où la donnée, l'échange des données sont très sensibles. Tout ceci nous amène à identifier un certain nombre de verrous scientifiques, que ce soit pour le partage, comment formaliser les connaissances, ou comme il a souligné Monsieur Amou-Kadou, comment favoriser l'engagement dans la coordination. Ça interpelle aussi des problèmes d'interopérabilité. Pour l'échange, eh ben, il faut être sur des échanges sécurisés, l'instantanéité des échanges, qui est un verrou très important, et pour la délibération, bien évidemment, on retrouve des problèmes, des verrous classiques qu'on retrouve généralement dans des systèmes de production classiques, à savoir l'allocation des ressources, l'affectation ou les répartitions des activités et des ressources. Alors, nous, dans notre vision et dans notre approche de ces verrous, on estime que le numérique est un moyen important, voire crucial, pour simplifier ou faciliter cette coordination. Et on retrouve, et c'est la même vision, je pense, qu'on retrouve dans la littérature, ou dans les recommandations et les mesures incitatives, on retrouve le DMP par exemple, ou le DVP, ou le dossier du patient informatisé, qui vont favoriser le partage de connaissances. On va retrouver Medimail ou WebPPS, par exemple, comme outil numérique pour simplifier ou favoriser l'échange et l'instantanéité et la sécurisation des échanges. Et notamment, j'ai rajouté les SNAC, bien que je les maîtrise pas encore, qui peuvent être vus comme une forme d'outils numériques. D'ailleurs, c'est leur nom, hein, c'est services numériques d'appui à la coordination. Donc, on les attend notamment pour apporter de l'intelligence, notamment dans l'allocation et l'affectation de synchronisation. Alors, pour les gens qui sont intéressés pour voir un peu plus qu'est-ce que c'est les SNAC, cet après-midi, il y aura une table ronde autour de ces services et auxquels j'aimerais bien, je compte y assister. Alors, ces verrous, eh ben, nous aussi, en tant que chercheurs, et en partenariat avec des industriels et surtout avec des usagers, des professionnels de santé, nous sommes attelés à y répondre. Alors, j'ai choisi 3 projets à vous présenter. Le projet Place aux soins, qui est un projet de recherche et développement collaboratif qui a débuté en 2011 et qui a été destiné à répondre à des problèmes pour lesquels les structures de prise en charge à domicile en santé étaient confrontées, notamment des problèmes de coordination, de planification et des suivis des plans de soins ou de l'exécution des plans de soins. Nous avons bien évidemment, vu notre croyance, nous avons favorisé d'attaquer ce problème par la mise en place d'une plateforme. Nous avons conçu une plateforme de coordination permettant de définir les plans de soins d'une manière formelle, qui pourrait être exploitée par la suite pour générer des plannings de tournée, des plannings d'intervention pour les optimiser. On a également utilisé des dispositifs mobiles pour favoriser la traçabilité et avoir une visibilité des plans de soins, de la réalité de l'exécution du plan de soins. Cette plateforme a été testée sur le terrain avec la HAD d'Albi, l'hôpital d'Albi, ainsi qu'avec la structure de la prise en charge à domicile, que ce soit la SIAD ou la HAD de l'UMT, la mutuelle tarnaise, que ce soit avec la Carmi Sud-Ouest. On avait 2 partenaires industriels pour nous soutenir, c'était Almeris et CGX. Donc dans ce projet, on était plutôt un focus sur la prise en charge sanitaire.
nous avons élargi ce périmètre dans un deuxième projet, BLPAD, où nous avons ajouté à ces services de soins, ou de ces interventions de soins, d'autres services qui sont issus du domaine médico-social. Donc là aussi, on était sur un problème de coordination opérationnelle, donc pour lequel nous avons cherché, ou on cherche encore, parce que le projet il est encore en cours, il a débuté en 2016, et il continue, et normalement pour un résultat final en 2021. Donc les partenaires de ce projet, c'est bien évidemment notre école ISIS, avec notre Living Lab CHL, un partenaire industriel privilégié pour nos activités de recherche Berger-Levrault, et bien évidemment l'école des mines d'Albi avec son centre de recherche du génie industriel. Donc l'idée c'est de mettre en place un environnement dirigé par les modèles pour améliorer la coordination holistique de la prise en charge à domicile, sanitaire plus médico-social. Alors ici, vous voyez un petit peu les premiers résultats que nous avons obtenus. On reste toujours sur des plateformes technologiques dans lesquelles on retrouve un premier module qui est DevPad, qui va nous permettre de définir les connaissances relatives à une structure de prise en charge en termes d'intervenants, de compétences, de missions associées à cette structure. Donc ici, on est sur de la personnalisation. Chaque structure pourrait définir les compétences qu'elle a. Également, dans ce module, on va définir les plans de soins pour, par la suite, intégrer des contraintes de dépendance à respecter pour générer notamment les plannings, en tenant compte de toutes les dépendances que je vous ai parlé tout à l'heure, et également pour prendre en considération quelques fonctions d'optimisation. Quels sont les critères que telle structure voudrait favoriser? Est-ce que c'est le coût? Est-ce que plutôt c'est la pénibilité de la prise en charge? Ou bien une combinaison de plusieurs critères? La restitution se fait sous forme d'un agenda, un format calendaire. On retrouve toutes tous les plannings des intervenants optimisés selon les critères prédéfinis par le coordinateur, ou bien une vision détournée à effectuer dans un territoire donné. Et la dernière forme, c'est une forme processus qui va nous servir par la suite pour analyser la robustesse des solutions proposées. Je reviendrai là peut-être dans la partie discussion. Le dernier projet, avant de conclure, c'est le projet le plus récent et je dirais le plus innovateur dans le sens où, dans ce projet, on met pour la première fois le bénéficiaire au cœur de la conception de la future solution. Le périmètre est également élargi, on n'est plus sur de parcours de santé, on est sur le parcours de vie des personnes âgées. Et dans ce projet qui est une première brique d'un projet plus vaste qui va démarrer début de l'année 2020 et qui va s'intéresser un petit peu au management ou au pilotage de ce parcours de vie. Alors ce projet en vie, qui est environnement virtuel de vie, on retrouve aussi l'aspect numérique, consiste à définir le parcours de vie avec la personne, d'une personne donnée, et à confronter son besoin en fonction des services, que ce soit numérique ou autre, pour répondre à son besoin. Ce projet a été financé par la conférence des financeurs du Tarn.
Il fait intervenir l'association Agir, l'hôpital Castres-Mazamet, notre partenaire industriel Berger-Levroux et un autre Living Lab I2ML et également le centre communal d'action sociale de Castres. Donc là, comme je vous ai dit, on a élargi le périmètre et on est toujours sur la coordination du parcours de vie et toujours en mettant maintenant l'usager dans la conception. Ce qui m'amène à ma conclusion. Donc, nous avons vu que la coordination est une préoccupation majeure pour les organisations. Pour nous, notre perception, on la voit en tant que processus décisionnel d'agencement des acteurs et des activités, en faisant recours à des mécanismes de partage et d'échange de connaissances et de délibération pour répondre bien évidemment ou pour satisfaire aux besoins des bénéficiaires ultimes. Pour la santé, ce processus reste une occupation majeure et est vu un levier essentiel. Il y en a plusieurs mesures pour favoriser sa mise en place et améliorer la qualité de la présence, la qualité de la coordination dans ce secteur. Elle confronte plusieurs freins qui sont dus à la spécificité du secteur, notamment à la diversité des intervenants ou des profils qui interviennent, des acteurs qui interviennent dans la coordination, au cloisonnement des différents parties prenantes, cloisonnement entre secteurs, entre ville et hôpital, entre privé, public, entre régions. Il y a aussi des freins qui sont issus, qui sont relatifs au support d'échange et de partage. On a aussi l'envie d'aller vers de la personnalisation de masse. Chaque patient est unique. Et bien évidemment, le caractère sensible. Les dispositifs qui ont été avancés devraient tenir compte de cette spécificité et surtout de prendre en compte la spécificité de la situation fragile. Nous, dans nos travaux, on considère le numérique en tant qu'un levier essentiel pour supporter et améliorer la qualité de la coordination et nos recherche vise à mettre en place des solutions performantes pour supporter d'une façon générale l'organisation des activités sanitaires et sociales à base de ce numérique. Alors, pour terminer, juste pour vous dire, nos recherches ou nos projets de recherche, sans vous, on ne peut pas aller très loin. C'est avec vous qu'on arrive à proposer ces solutions tant recherchées, performantes et efficaces. Je vous remercie pour votre attention et si vous avez des questions, ça me ferait plaisir d'y répondre ou d'éclairer certaines notions. Merci pour votre exposé qui était extrêmement limpide et en tant que médecin, c'est vrai que j'aurais aimé avoir ça il y a bien longtemps. Ça met des mots sur des notions qu'on perçoit. Et j'aurais une question, si vous avez travaillé avec des centres, enfin des services de soins à domicile, est-ce que vous avez travaillé avec des structures un peu plus élargies comme maisons de santé ou centres de santé, de manière à intégrer ça dans le fonctionnement de ces structures? D'abord, je vous remercie pour votre belle évaluation. Alors, dans les projets de recherche, au début, comme je l'ai dit, on s'est intéressé plutôt à une collaboration avec des structures de prise en charge à domicile en santé. Donc, on était plutôt sur un niveau
opérationnel à domicile. Après, on a élargi pour intégrer d'autres structures de prise en charge, toujours à domicile, mais qui intègrent aussi du médico-social, voire du social. Là, récemment, avec le projet En Vie, on commence à établir des connexions avec une maison de santé pour laquelle on va aussi apprendre à connaître leur fonctionnement. Et comme je l'ai dit, nous, il y a la recherche, il y a aussi, d'abord, qui doit se baser sur la compréhension du terrain. Et donc, on est toujours à la recherche de nouvelles collaborations pour mieux comprendre vos besoins. Donc là, dans le projet En Vie, on a une première connexion, mais je ne pourrais pas vous dire que je maîtrise leur fonctionnement. Mais on les a notés comme un dispositif important pour améliorer la coordination. On a aussi une collaboration avec ADIMEP, qui s'intéresse aussi, qui est une autre forme de structure un peu plus large, qui s'intéresse plus sur la prévention, mais aussi sur la coordination des prises en charge dans des situations très complexes. C'est là aussi, c'est aussi une expérience assez récente. Alors, en attendant, il y a prochainement une conférence à laquelle on participe souvent, qui émane d'une communauté de chercheurs qui s'intéressent, des chercheurs issus de disciplines de sciences de l'ingénieur et de sciences de la gestion, qui s'intéressent à la gestion et l'ingénierie des systèmes hospitaliers. On est à notre 10e édition et qui met en connexion des chercheurs avec des professionnels de santé, qui s'appelle le JISE. Excusez-moi, je voulais juste répondre aux médecins. Vous aurez le docteur Schwarzenberg demain pour l'ARS qui viendra animer un atelier. J'en ai pas parlé lors de ma présentation, mais il y a une formation qui est pilotée tous les ans par l'Agence régionale de santé avec le HESP, qui vise plus particulièrement les maisons pluriprofessionnelles de santé sur cette thématique de coordination. D'ailleurs, malheureusement, tous les ans, nous sommes obligés de refuser du monde, parce que cette formation fait carton plein. Mais il y a une formation qui est organisée avec le HESP, qui se fait très souvent à Rennes, et il y a une formation en intra que nous faisons en région Occitanie. Donc, vous avez toutes les informations sur le site de l'Agence régionale de santé d'Occitanie. Et demain, le docteur Schwarzenberg vous présentera un peu plus en détail cette formation qui vise plus particulièrement les dispositifs de coordination au sein des MSP. Et d'ailleurs aussi, l'école d'ingénieurs ISI se propose des formations continues sur ces thèmes-là, et un peu plus où on est sur des exercices assez pratiques. Je voudrais apporter un complément, si tu veux bien, Elias. On peut citer cette MSP, hein, c'est celle de la Haute-Vallée du Tourret avec le docteur Corbas, qui est aussi un tuteur de stagiaires pour l'internat, qui est quelqu'un de tout à fait remarquable parce qu'il a une ouverture vis-à-vis du monde de l'ingénierie que nous apprécions énormément. On l'a embarqué sur En Vie parce qu'il va effectivement participer au recrutement de volontaires pour réfléchir sur ces conditions de vie pour des personnes qu'on présume très fragiles. D'accord ? Donc c'est pas seulement à Castres, au sein d'un EHPAD ou dans l'environnement d'un EHPAD que va se faire la chose, c'est aussi sur le terrain, par un recrutement, par le premier recours. Mais au-delà de ça, le Dr Corbas a aussi accepté récemment, dans le cadre de la conception de sa MSP, de participer à un autre projet qu'on n'a pas cité là, qui s'appelle IGIA, et qui va se centrer sur la façon de coordonner l'accueil du patient dans un environnement pluriprofessionnel, à travers un dispositif avec des capteurs connectés, etc., mais surtout l'idée de pouvoir agréger très rapidement de la connaissance pour faciliter le début de la visite médicale, en fait. Donc c'est un dispositif qui est soutenu par l'innovation de la région Occitanie, par des fonds européens. Et on rentre dans le protocole expérimental, et la MSP s'est proposée comme candidat, ici dans le Tarn, pour être dans le protocole expérimental, sachant qu'on a aussi une expérimentation à Bordeaux. Donc on voit bien qu'on est un territoire d'innovation. Et moi je me félicite aujourd'hui de l'ouverture des professionnels qui sont dans notre environnement, qui ont compris qu'il y a une école de e-santé à Castres, qui ne travaille pas seulement sur la technologie, mais aussi sur les dimensions organisationnelles.